Ok, donc on parle maintenant du changement climatique anthropique. Donc sur les mêmes échelles de temps que les échelles de temps dont on a parlé jusqu'à présent, donc les 150 dernières années, ce qu'on considère être la période industrielle. On va discuter d'abord des observations, de ce que nous montrent les observations. Ensuite, on va discuter de l'attribution, comment est-ce qu'on peut attribuer ce changement climatique à l'augmentation du CO2 dont on a parlé. Et enfin, on discutera des projections climatiques et je ferai un aparté sur ce que c'est qu'un modèle climatique. Voilà, alors je commence sur... Bon, cette courbe, on n'a pas vu la même, mais c'est très similaire. On regarde un changement de température moyenné à l'échelle globale en surface. C'est une anomalie par rapport à une moyenne sur 30 ans. Et on est entre 1850 et ici, c'est 2010, c'est la figure qu'il y a dans le dernier rapport IPCC. Donc on n'a pas les dernières années 2015, 2016 et puis 2017. Mais c'est la même chose. Et donc voilà ce que dit le dernier rapport du GIEC. Il dit le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Et depuis les années 50, beaucoup des changements observés sont sans précédent depuis les décennies jusqu'à des millénaires. L'atmosphère et le sang sont réchauffés, la quantité des neiges et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé. Donc on a une image d'un climat qui est en train de changer, dont le symbole, finalement, est cette augmentation de température qu'on est capable de reconstruire depuis les années 1850. Donc un réchauffement d'à peu près 1 degré. Ce que disent les scientifiques, c'est que ces changements observés, ils sont sans équivoque, mais ils sont aussi sans précédent, depuis des décennies jusqu'à des millénaires. Donc on est capable de reconstruire la température sur les derniers 2 millénaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on est sorti du bruit, de ce qu'on est capable de reconstruire pour les 2 derniers millénaires. Donc ça se réchauffe, et ce réchauffement a l'air sans précédent quand on s'intéresse au passé. Ce que dit aussi le rapport, on va regarder ça en détail, c'est pas seulement l'atmosphère qui se réchauffe, le sang se réchauffe aussi, les neiges et les glaces diminuent, le niveau de la mer s'est élevé, etc., etc. Alors je vous montre quand même des choses un peu plus contrastées, peut-être intéressantes. Ici on regarde ce qui nous permet de faire cette moyenne globale. Donc, je vous ai montré juste une courbe avec des variations temporelles importantes qui sont liées à la variabilité naturelle. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est entre 1884 et puis ça doit se terminer en 2014 à peu près, c'est cette reconstruction de température à l'échelle globale. Ça, c'est réalisé par nos collègues de la NASA au 10 ici. Et donc, on regarde des anomalies de température par rapport à une moyenne sur les années 1960-1990. Et donc là, quand vous êtes bleu, c'est que vous êtes plus froid que cette moyenne de 30 ans, qui est une moyenne climatologique. Et quand vous êtes rouge, c'est que vous êtes plus chaud que cette moyenne de 30 ans. Et donc, on va faire défiler les années rapidement jusqu'en 2000. Et vous allez voir que ça se réchauffe. C'est ce que vous montre cette courbe, et qu'il y a beaucoup de variations entre les années et entre les zones. C'est très différent du CO2. Le CO2, vous mettez une station à Mauna Loa, ça vous donne une image quasi parfaite de la vitesse à laquelle le CO2 augmente. Si vous voulez reconstruire la température globale à partir d'une seule station, bon courage, parce que ça varie très fortement, et vous avez des contrastes régionaux qui sont aussi très forts. Donc on regarde 2 variables qui ont des comportements assez différents. Donc regardez cette température. Donc 1800, en 1900, et donc vous voyez des années où vous avez un coup de froid sur la Sibérie, un coup de chaud par exemple, pendant une année, vous regardez l'Atlantique Nord, de temps en temps c'est très chaud, et puis certaines années, voilà, ça va être nettement plus froid. C'est pareil dans l'océan austral, des années chaudes, des années froides. Ce qu'on voit quand même sur les dernières années, c'est que de façon quasi générale, ce qu'on voit, c'est un réchauffement assez généralisé. Donc une station ne suffit pas, mais on voit un réchauffement très fort. On voit quand même d'autres choses intéressantes. Si vous mesurez la température en 2013, dans le Pacifique Est, vous avez une température plus froide que la climatologie. Si vous êtes ici dans le Pacifique Sud, vous êtes aussi plus froid que la climatologie de 30 ans. Donc on peut trouver des séries temporelles qui se terminent par des années plus froides que la température moyenne établie à partir de 30 ans. Voilà, donc je vous remontre l'équivalent de cette carte-là. Ici, là, vous avez la tendance sur la température de surface. Cette fois-ci, on ne regarde pas une année par rapport à la moyenne. On regarde la tendance sur les 112 ans, 1901-2012. Donc vous avez pour chacun des pixels une série temporelle et vous faites passer une droite. Et vous mettez la valeur de cette tendance ici. Donc là, on regarde des degrés sur toute la période. Et donc ça nous permet de nous rendre compte de ce qui se cache derrière ces plus 1 degré en moyenne globale. Donc plus 1 degré en moyenne globale, c'est par exemple ici au milieu de l'Asie, plus 2,5.
Vous voyez que les continents se réchauffent nettement plus vite que les océans. C'est le cas en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. On voit des zones qui sont réchauffées de plus de 2 degrés sur la période, sur le siècle. En Europe et en France, on se réchauffe plus vite que la température moyenne globale. Ce qu'on voit, c'est donc que les océans se réchauffent moins vite. On voit qu'on n'a pas de données, en tout cas dans cette reconstruction-là, suffisamment fiables pour calculer une tendance dans l'océan austral. C'est pour ça que c'est blanc. C'est aussi le cas pour l'Arctique. Et puis on voit des choses intéressantes. On voit un refroidissement ici au sud du Groenland. Et ce refroidissement, il est vraisemblablement en lien avec des changements de circulation océanique et de zones de convection. Alors c'est compliqué parce que il n'y a pas les petits points noirs, c'est-à-dire que cette tendance n'est pas significative par rapport à la variabilité. C'est une zone où ça varie beaucoup. Donc est-ce que ce refroidissement il est significatif ou pas? C'est encore discuté. Ce qu'on voit aussi, c'est... Je reviens du coup sur ce lien entre circulation océanique, effondrement de la formation d'eau profonde et le refroidissement de l'Europe. Le scénario du jour d'après, qui a été largement popularisé. Donc ça nous vient des paléoclimatologues qui ont découvert dans le passé des événements abrupts importants, les événements de Heinrich, où on a ce refroidissement très fort de l'Europe, quasiment 10 degrés, en lien avec un arrêt de la circulation thermohaline. Et on voit dans les scénarios de changement climatique aussi un ralentissement de la circulation thermohaline. Donc certains ont dit, avec ce ralentissement, sur l'Europe, c'est pas un réchauffement qu'on aura, c'est un refroidissement. En fait, sur les derniers 150 ans, on voit un réchauffement, et dans tous les scénarios que je vous montrerai plus tard, on voit aussi un réchauffement de l'Europe. On voit juste peut-être un réchauffement qui est un peu moindre en raison de cet effet de ralentissement de la circulation. Mais ça ne se transforme pas en refroidissement de premier ordre, reste l'augmentation des gaz à effet de serre et le réchauffement. Alors par contre, peut-être qu'au milieu de l'Atlantique, on peut potentiellement avoir un refroidissement dans certains scénarios qui est lié à cette réorganisation de la circulation océanique. Alors voilà pour la partie température. Je vous montre quelques autres grandeurs intéressantes. Ici, vous avez l'évolution des surfaces d'englaise. Souvent, c'est plus 1 degré, on a du mal à se rendre compte de ce que ça veut vraiment dire pour le système climatique. Je vous ai montré déjà que derrière, c'est plus 1 degré se cacher des zones où ça pouvait se réchauffer nettement plus. Ce qu'on regarde ici, c'est la couverture de glace de mer, donc de banquise en Arctique. Donc ça, c'est aussi vulgarisé. Et vous avez ici une reconstruction de cette surface en millions de kilomètres carrés depuis le début du XXe siècle. Et là, on est en 2010, c'était la publication du dernier rapport du GIEC. Et donc, ce qu'on a pu documenter ici, c'est une diminution de quasi moitié de la surface de banquise en été. Donc, ça permet peut-être d'exprimer ce changement climatique, montrer que derrière c'est plus 1 degré, il y a des choses qui bougent et qui bougent beaucoup. C'est plus 1 degré, c'est très important d'un point de vue climatique. Donc, on voit, on est passé d'à peu près 10-12 millions de kilomètres carrés chaque été à seulement 6 millions de kilomètres carrés ces dernières années. Alors il y a une variation interannuelle importante. Il y a eu quelques années où on a battu des records en 2007-2011. C'est moins le cas ces 2 dernières années, mais là vous avez un exemple. Ça c'était 2015, l'été 2015. Et ça c'était la moyenne sur 81-2010. Donc on voit qu'on perd une quantité importante de cette extension. Sur l'épaisseur de la banquise, on a aussi des tendances qui sont très très fortes. Donc une très forte réduction de l'épaisseur de la banquise. Voilà. Je ne montre pas de figure, mais on documente aussi dans l'hémisphère nord une baisse du manteau neigeux de printemps. Donc on voit aussi une baisse des zones qui sont couvertes par la neige pendant le printemps. Alors je vous montre une autre grandeur qui est aussi souvent montrée et largement discutée, parce qu'elle a un impact potentiel sur les populations côtières importantes, c'est l'augmentation du niveau des mers. Alors quelques mots sur les données brutes, et puis ensuite on discutera des mécanismes. Donc là on a en rouge les données satellitaires. Grâce à l'altimétrie spatiale, on est capable de calculer le niveau moyen des mers et donc de décrire, d'estimer son évolution sur les 25 dernières années. Donc on a des données depuis le début des années 90, grâce à Topex Poseidon en particulier. Et donc là, le niveau des mers, il augmente d'à peu près 3 mm par an, un peu plus, 3,5 mm. Donc ça paraît assez faible. Et quand on intègre cette augmentation sur l'ensemble du XXe siècle, on a des données qui viennent de marégraphes. C'est des instruments qui sont situés souvent dans les ports et qui permettent de mesurer le niveau des mers. Quand vous enlevez l'effet des marées, l'effet des vagues, on peut récupérer l'évolution du niveau des mers. Donc il y a plusieurs courbes parce qu'il y a plusieurs reconstructions par plusieurs groupes de scientifiques. Mais on est capable de reconstruire l'augmentation du niveau des mers depuis le début du XXe siècle et on a à peu près 20 cm d'augmentation du niveau des mers. Donc je dis 3 mm par an, donc tous les 3 ans on augmente à peu près 20 cm.
Mais ce que montrent les derniers résultats, c'est qu'il y a une accélération de cette augmentation du niveau de mer. Donc ça augmente plus maintenant que ça a augmenté il y a quelques décennies. Alors pourquoi le niveau des mers augmente? Il augmente d'abord parce que les glaciers de montagne et les calottes polaires fondent. Donc il y a une contribution du Groenland, de l'Antarctique, de l'Ouest et des glaciers de montagne. Cette contribution aujourd'hui, c'est à peu près les 2/3 du total. Et le reste, c'est la dilatation thermique des océans, le fait que les océans se réchauffent. Évidemment, ça fait augmenter le volume de l'eau de mer et donc ça fait monter le niveau de mer. Et donc ça compte à peu près pour 1/3. Donc 1 mm, c'est la dilatation thermique. Et puis 2 mm à peu près, c'est la contribution des glaciers de la glace continentale. Il y a un dernier terme qui est un terme nouveau qui a été documenté ces dernières années, c'est de l'eau qui était stockée sur les continents mais qui n'était pas sous forme de glace et qui passe dans l'océan. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette cette mission satellitaire qui s'appelle GRACE. Vous avez 2 satellites qui voyagent l'un derrière l'autre. Certains d'entre vous en ont entendu parler, non, c'est une jolie manip. C'est 2 satellites qui circulent très près l'un de l'autre, l'un derrière l'autre. On mesure de façon très très précise leur distance. Et leur distance permet de reconstruire le champ de gravité terrestre à très très grande résolution. Et les satellites, ils passent plusieurs fois au même endroit. Et donc, en fait, les variations du champ de gravité à courte échelle de temps sur les continents documentent la quantité d'eau qui est stockée dans les nappes phréatiques et en surface. Et donc, on peut documenter, grâce à cette mission qui est en l'air depuis quelques années maintenant, l'évolution du stockage de l'eau sur les continents. Et donc, on voit aussi une petite contribution, c'est-à-dire d'ordre de dixième de millimètre par an, qui provient de l'eau qui était stockée sur les continents et qui arrive à l'océan. Donc ça augmente. Donc il y a des choses intéressantes à discuter aussi sur ces méthodes. Oui, peut-être un dernier point qui me semble intéressant. Donc là, j'ai parlé de la température, du niveau des mers, de la banquise. Ce qu'on voit sur cette courbe, elle est très différente de la température globale moyenne. Vous aviez beaucoup de variabilité. Ici, ça a l'air beaucoup plus lisse. C'est parce que le niveau des mers, en tout cas la dilatation thermique des océans, c'est une quantité qui intègre dans le temps l'augmentation d'énergie dans le système thermique. Je ne le dis pas ici, mais 90%, plus de 90% de la quantité d'énergie additionnelle dans le système, qui est liée à l'augmentation de l'effet de serre, elle va dans l'océan. Et c'est seulement un pourcentage de l'ordre du pourcent qui réchauffe l'atmosphère. Donc l'atmosphère, c'est une petite capacité calorifique, thermique, et donc elle est très sensible à des variations des échanges d'énergie entre l'atmosphère et l'océan, par exemple. Par contre, l'océan, il intègre cette quantité d'énergie. Et donc, de regarder la quantité d'énergie stockée dans l'océan ou le niveau des mers, qui est une image de cette quantité d'énergie quand on parle de la dilatation thermique, c'est un bien meilleur proxy ou symbole du changement climatique. En fait, on montre toujours la température moyenne parce que c'est celle qui intéresse l'homme, mais elle varie beaucoup pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le changement climatique, alors que si on regarde la quantité d'énergie stockée dans l'océan, là on a quelque chose de beaucoup plus lisse qui nous montre un système qui, de façon complètement sûre, se réchauffe. Donc c'est aussi une quantité intéressante à regarder, cette quantité totale d'énergie qui est stockée dans l'océan. Et aujourd'hui, si avec vos élèves vous voulez travailler sur des jeux de données intéressants, on a à peu près un réseau d'observation avec 4000 flotteurs dans l'océan qui, chaque jour, tous les 10 jours, descendent à 2000 mètres de profondeur, mesurent la température, la salinité, remontent sur leur trajet, ils mesurent la température, la salinité, et transmettent leurs informations par satellite. Et on a donc en temps réel la quantité d'énergie, la température en 3 dimensions de l'océan, à partir de laquelle on est capable de faire des courbes qui nous montrent la quantité d'énergie qui augmente dans l'océan. C'est un très joli projet qui s'appelle Argo, qui est maintenu par plusieurs scientifiques de par le monde, qui nous permet de suivre en temps réel l'évolution de ce système. Voilà, je vous ai montré quelques transparences, quelques figures ici qui vous montrent le climat en train de changer. Mais évidemment, la grande question qui est posée aux scientifiques, c'est celle de l'attribution et du lien entre ce que j'ai montré dans ma première partie, augmentation du CO2, et puis ce que je montre dans ma deuxième partie, augmentation des températures et de tout ce qui va avec. Banquise, surface des neiges, niveau des mers, etc., etc. Alors, je vous montre une figure qui est cette figure. C'est une figure qui fait consensus et c'est une figure qui est issue du dernier rapport du GIEC et qui nous permet de conclure, nous scientifiques climatologues, que l'influence humaine a été la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
Ça, c'est la conclusion, c'est le consensus scientifique sur cette attribution du réchauffement à l'augmentation des gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire que les autres facteurs n'ont pas d'effet, ça veut simplement dire que la cause principale, c'est l'influence humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre cause. La cause principale, c'est l'influence humaine. Et là, vous avez une figure qui résume cette attribution. On est en train de regarder ici sur l'axe des abscisses un réchauffement, un refroidissement en degrés Celsius, et on s'intéresse à la période 1951-2010. Donc c'est le deuxième réchauffement dans la courbe de température. Là, ça s'est réchauffé dans les années 1900-1940. Après, il y a un plateau, puis il y a ce deuxième réchauffement qui est plus fort à partir de 1970 principalement. En noir, ici, vous avez le réchauffement observé sur la période. Avec l'incertitude associée, c'est cette petite barre. L'atmosphère s'est réchauffée d'à peu près 1 demi-degré sur cette période. Donc on va jusqu'en 2010. Ça serait 0,6, peut-être 0,7 maintenant. Et ici, vous avez une décomposition des différents facteurs qui influencent la température globale de la Terre. Donc, les gaz à effet de serre, en vert. En jaune, c'est d'autres facteurs anthropiques que les gaz à effet de serre. Et dans ces autres facteurs anthropiques, vous avez le changement d'utilisation des sols, qui a un effet sur l'albédo, donc sur la réflexion du rayonnement solaire. Le fait que vous remplaciez une forêt par un champ, vous allez changer la quantité d'énergie qui est absorbée. Et puis, les émissions de particules, d'aérosols. Des aérosols sulfatés, des aérosols organiques, etc., etc. Et ces aérosols, ils ont comme effet de refroidir le climat. Mais ce sont aussi des facteurs anthropiques. Et donc en orange, c'est la combinaison de ces deux effets, les gaz à effet de serre et les autres facteurs anthropiques. Et on a aussi ici l'effet combiné des gaz à effet de serre et des aérosols et du changement d'utilisation des sols. Et puis vous avez deux autres barres ici, alors une qu'on voit quasiment pas du tout, qui est en bleu, et qui vous montre l'influence sur cette période des forçages naturels. Et dans les forçages naturels, vous avez les changements d'insolation solaire, et puis les éruptions volcaniques. Et donc sur cette période-là, ce qu'on montre, c'est que, en tout cas avec les mécanismes que l'on connaît aujourd'hui, et la physique du système que l'on connaît aujourd'hui, il y a un rôle très modeste, voire nul, des forçages naturels sur cette période. Si on prend d'autres périodes dans le passé, plus lointains, si on prend d'autres séries temporelles plus courtes, on va trouver un rôle pour les forçages naturels, et on va trouver aussi un rôle pour la variabilité interne. Ça, c'est la variabilité interne au système climatique sans forçage, donc sans facteurs externes qui viennent modifier la répartition d'énergie dans le système. D'accord ? Si vous prenez seulement 10 ans, par exemple 98-2008, vous aurez un rôle très important de la variabilité interne. Donc, quand vous prenez des périodes de temps très longues, vous diminuez fortement le rôle de la variabilité interne qui va se gommer si on prend des tendances sur 30 ans ou 50 ans. Et puis, vu l'évolution de l'insolation solaire, on a aussi un rôle très faible des forçages naturels sur cette période. Donc ça, c'est un des arguments forts qui permet au GIEC de conclure au lien de cause à effet entre l'augmentation des gaz à effet de serre qui s'explique par l'action de l'homme, c'est ce que j'ai montré dans la première partie, et dans cette deuxième partie, l'influence de cette augmentation des gaz à effet de serre sur le climat de la Terre et sa température. Je vous montre deux autres choses. La première chose, c'est est-ce que c'est nouveau? Est-ce que la physique qui est derrière le lien gaz à effet de serre climat, donc la physique de l'effet de serre, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce qu'au contraire c'est connu depuis longtemps? Donc il me permet de rappeler que la physique de l'effet de serre, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps et depuis les travaux de Fourier au début du XIXe siècle. Donc le même que la série de Fourier, que les séries de Fourier, pardon, ou que la loi de Fourier, Fourier il a aussi travaillé sur le climat de la Terre. Et il y a ce mémoire, on ne voit pas bien le titre, mais il y a un mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires, donc il a réfléchi au mécanisme qui explique la température de la surface de la Terre. Et donc il est le premier, ou en tout cas parmi les premiers, à avoir suggéré l'existence d'un effet de serre, donc d'un rôle de l'atmosphère dans la rétention de l'énergie infrarouge libérée par la Terre. Donc ça c'est 1827, c'est presque 200 ans aujourd'hui qu'on connaît l'existence de l'effet de serre. Alors il appelle, dans son mémoire, il n'appelle pas ça l'effet de serre, mais depuis près de 200 ans, on sait que l'effet de serre existe et que c'est une physique importante pour expliquer le climat de la Terre. Voilà, c'est seulement en 1860 que le chimiste anglais Tyndall a identifié le CO2 et la vapeur d'eau comme les principaux gaz à effet de serre. Donc entre la découverte de l'effet de serre et l'attribution de l'effet de serre à certains composés, il a fallu attendre un certain nombre d'années pour qu'on soit capable de les isoler et de mesurer leur degré d'absorption
vis-à-vis de différentes longueurs d'onde. Et je vais parler de projection après. La première projection climatique réalisée, donc souvent on dit que la climatologie c'est une science très récente. Regardez, il y a ce papier célèbre d'Arrhenius, chimiste suédois qui a eu le prix Nobel pour d'autres travaux. En 1896, il s'intéresse à l'influence de l'acide carbonique dans l'air, donc au CO2, sur les températures à la surface de la planète. Alors à l'époque, on ne se pose pas du tout de questions en lien avec un potentiel réchauffement climatique. Il y a des questions sur les refroidissements. On vient à cette époque-là de découvrir les époques glaciaires. Les gens discutent du rôle du CO2 ou du rôle des paramètres astronomiques sur l'évolution du climat. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que ces travaux ont été réalisés. Mais dans son papier, si on reprend ces résultats, ce qu'il montre, c'est que pour un doublement de CO2, la température relative augmente de 5 degrés ou 5 degrés et demi. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qui sont très similaires à ceux qu'on estime aujourd'hui avec des modèles beaucoup plus compliqués que celui qu'on utilisait à l'époque. Donc ça, c'est 1887. Donc ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en fait, j'ai un collègue qui a travaillé là-dessus, il fait un peu d'histoire des sciences, et il a retravaillé sur le modèle d'Arrhenius. Ce qu'il a montré, c'est qu'Arrhenius, il avait le bon ordre de grandeur parce qu'il se trompait 2 fois. Donc, il y a eu 2 élèves qui se sont pensés. En fait, il surestimait l'effet du CO2 parce que certaines des bandes d'absorption de la vapeur d'eau avaient été identifiées ou assimilées à des bandes d'absorption du CO2. À l'époque, on ne mesurait pas très bien, évidemment, les bandes d'absorption. Donc, il surestimait l'effet du CO2, mais il sous-estimait ce qu'on appelle la sensibilité climatique parce que beaucoup des rétroactions dans le système Terre étaient inconnues à l'époque. Le fait qu'il faut tenir compte d'un changement d'albédo, quand ça se réchauffe, vous fondez la glace, et donc l'albédo diminue, donc ça se réchauffe plus. Ce qui est lié à la vapeur d'eau aussi, il y avait tous ces effets de rétroaction qui étaient non connus, donc il sous-estimait la sensibilité du système, il surestimait l'effet du CO2, et il tombe sur un ordre de grandeur qui était correct. Voilà, donc ça me permet d'introduire. Donc là, je suis passé assez vite, j'ai parlé d'observation, j'ai parlé d'attribution. En parlant d'attribution, j'ai essayé de vous donner quelques éléments historiques sur la découverte de l'effet de serre et sur les premiers modèles de climat et les premières projections. Et donc je vais vous parler maintenant de projection et je vais vous expliquer ce que c'est de façon rapide, ce que c'est qu'un modèle de climat. Voilà, donc, pour réaliser une projection climatique, le point de départ, c'est de disposer de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et puis des autres facteurs qui vont forcer le climat. Donc ces scénarios, ils ne sont évidemment pas inventés par les modèles climatiques. Donc on a besoin de travailler avec des économistes qui vont faire des hypothèses sur la population, l'économie, l'apparition de nouvelles technologies, les politiques de réduction ou pas des émissions de gaz à effet de serre. Donc les économistes, ils utilisent aussi des modèles, mais ce n'est pas des modèles climatiques, c'est des modèles socio-économiques. Et donc avec ces modèles socio-économiques, ils génèrent des dizaines ou des centaines de scénarios potentiels. Et dans la communauté des climatologues, on a utilisé 4 scénarios principaux qui vont nous permettre de balayer l'ensemble des possibles pour les prochaines décennies. Et donc là, vous avez l'évolution, alors c'est pas très important de regarder l'unité, mais ça pourrait être du CO2, des concentrations de CO2, ici c'est du forçage radiatif, donc c'est des watts par mètre carré en plus dans le système. On pourrait traduire ça en CO2. On regarde l'évolution du système en réponse à une augmentation du CO2 qui irait dans le scénario rouge jusqu'à 1000 ppm à peu près, 940 ppm. Et puis dans l'autre cas, l'autre extrême, dans le scénario bleu, c'est un scénario qui permettrait de répondre à l'objectif de l'accord de Paris, un scénario dans lequel le CO2 il monte à 450 ppm et puis ensuite il se stabilise. Ça c'est le scénario qu'on appelle RCP 2.6. RCP ça veut dire Representative Concentration Pathways, donc c'est des trajectoires représentatives des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est à partir de ça que vous commencez à travailler, à partir de scénarios qui sont fournis par des économistes. Et eux, derrière ces scénarios, ils ont des histoires, entre guillemets, un monde où il n'y a pas de politique de réduction des émissions, où on continue à fonctionner sur les réserves de combustibles fossiles, où le développement économique est important, où la population continue à augmenter de façon importante, etc. Et puis un autre scénario où il y a des politiques très agressives de réduction des émissions, etc. Et ensuite, ce que vous avez déjà vu, c'est ce type de courbe. Ça, c'est aussi une figure issue du dernier rapport du GIEC. Vous avez l'évolution des températures, donc on regarde toujours les anomalies de température en moyenne globale en surface, au-dessus des continents et des océans, calculées par des modèles climatiques, ici sur la période historique,
Et là, pour deux scénarios futurs, le scénario rouge, celui où le CO2 augmente jusqu'à 1000 ppm, et puis pour le scénario bleu, celui où on stabilise le CO2 à 450, un peu plus de 450, et qui diminue légèrement ensuite. Alors je vais revenir sur ces chiffres-là, mais ce que je propose maintenant, c'est d'abord, avant de discuter de ces projections, de vous expliquer ce que c'est qu'un modèle climatique. Alors voilà, donc le climat, d'abord, avant de construire un modèle numérique, il faut réfléchir à un modèle conceptuel. Quand vous faites sur le papier, quand vous dessinez les interactions, les différentes composantes du système Terre, c'est déjà un modèle. C'est un modèle conceptuel. Vous avez simplifié le système. Et donc ça, c'est un modèle conceptuel du climat, et on voit que c'est compliqué, parce qu'il faut tenir compte des interactions entre toutes les composantes, des échanges d'énergie, des échanges d'eau, des échanges de matière potentiellement entre ces différentes composantes. Et les différentes composantes, c'est non seulement l'atmosphère et l'océan, mais c'est aussi la cryosphère, la biosphère continentale, la surface de la lithosphère. Et donc, il y a tout ça derrière un modèle de climat. Il y a tout ça derrière un modèle conceptuel de climat. Et donc, ce que vous faites ensuite, c'est qu'à partir de ce modèle conceptuel, vous allez mettre en équation votre connaissance physique, chimique, des mécanismes, des processus que vous représentez dans votre modèle conceptuel. Donc, je pense que peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est que les modèles numériques de climat ne sont pas des modèles statistiques, empiriques, qui extrapolent les observations passées. Ce sont des modèles mécanistes qui sont simplifiés, et c'est des modèles mécanistes déterministes qui calculent une trajectoire à partir de notre connaissance des phénomènes physiques et chimiques. Donc ce qu'il y a dans un modèle de climat, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'observation. Il y a des équations de la physique, de la dynamique des fluides dans l'océan et dans l'atmosphère, du transfert radiatif dans l'atmosphère, de la circulation océanique, etc., etc. Donc c'est des équations que vous avez dans un modèle, et ce n'est pas des relations empiriques qui vont vous permettre d'extrapoler les observations qu'on a faites au cours des 10 dernières années ou des 100 dernières années. Et donc les observations, on les utilise évidemment, on les utilise pour évaluer le modèle sur la période historique, et on les utilise aussi de temps en temps pour régler certains paramètres, parce que pour certains processus, vous n'avez pas l'équation physique de base. Je donne un exemple, je vais représenter un nuage dans un modèle, je vais vous montrer la grille des modèles, je ne peux pas le représenter de façon physique propre parce que je n'ai pas la résolution spatiale pour représenter mon nuage, donc je suis obligé de le paramétrer avec des relations qui sont empiriques, et donc je vais utiliser certaines données pour régler ma paramétrisation. Donc il y a quand même des choses encore un peu artisanales dans ces modèles de climat, et ça c'est parce qu'on est limité en termes de connaissances, mais aussi en termes de calcul. Donc j'ai ce modèle conceptuel que je traduis en équation ensuite dans les différentes composantes, et ensuite la deuxième étape, qui est l'étape importante, c'est cette étape qu'on appelle discrétisation. Donc on va utiliser ces équations dans ce qu'on appelle des mailles du modèle. Donc on sépare l'atmosphère en plein de petites boîtes, on sépare l'océan en plein de petites boîtes. Et dans chacune de ces boîtes, vous allez calculer tous les pas de temps, toutes les demi-heures, toutes les 10 minutes, l'évolution de la température, de l'humidité pour l'atmosphère, de la quantité de carbone, si vous voulez, en 3 dimensions dans l'atmosphère et dans l'océan. Donc là, vous avez une vue idéalisée de ce que c'est qu'un modèle climatique avec cette discrétisation dans l'atmosphère, ici, et puis sur la surface dans l'océan. Et donc c'est ça le principe, c'est une séparation de l'atmosphère et de l'océan en plein de petites boîtes, et ensuite vous calculez l'évolution des variables ici dans chacune des boîtes. En fait, ces modèles sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour la météorologie. Donc la météorologie, vous allez calculer le temps pendant 10 jours, à partir d'un état initial, et vous calculez avec les équations l'évolution de la température, des nuages, des pressions dans chacune des boîtes de votre modèle d'atmosphère. Ici, on va calculer le temps, mais pendant 150 ans, plutôt que de le faire pendant 10 jours. Et donc on est obligé d'utiliser des boîtes plus grosses, on est obligé de faire un certain nombre d'hypothèses simplificatrices qui ne sont pas faites dans le cadre de la météorologie. Voilà. Donc je reviens sur quelques-uns des éléments essentiels. Non, c'est pas pour que vous regardiez cette équation. Non, mais je pense qu'il y a certains des processus que l'on représente dans ces modèles dynamiques, c'est des processus très bien connus en physique, en chimie, depuis longtemps. Ça, c'est les équations de Navier-Stokes qui vous permettent de représenter la dynamique des fluides, géophysique en particulier. On ne va pas les regarder, ça dit juste que les courants dépendent de la gravité et des gradients de pression. Juste. Ça dit ça. Voilà. Et ce que je veux dire aussi,
c'est que d'autres processus ne sont pas explicitement représentés. Les nuages dans l'atmosphère, les tourbillons dans l'océan, le rôle de la biologie. Donc il y a encore des parties qui sont empiriques, qui ne sont pas basées sur des équations de la physique fondamentale. Voilà, donc là on utilise des équations empiriques. Donc, pour faire une projection climatique, j'ai besoin d'un forçage. C'est ces scénarios où le CO2 change dans l'atmosphère. J'ai besoin d'équations. J'ai besoin d'une discrétisation, donc de séparer mon atmosphère et mon océan en plein de petites boîtes. J'ai besoin d'un état initial. Donc j'ai besoin de dire, en 1850, voilà à quoi ressemble mon état. Alors, je peux vous dire aussi que pour ces longues projections climatiques, l'état initial n'a que peu d'importance. Quel que soit l'état initial, le modèle va converger, puis ensuite il va répondre au forçage. Et puis vous avez besoin aussi d'un très très gros ordinateur, parce que vous faites beaucoup de calculs dans beaucoup de boîtes, avec des tas de temps qui sont très rapprochés. Et donc pour faire de la modélisation du climat, on utilise des supercalculateurs. Ça, c'est les deux centres français qu'on utilise. Un qui est piloté par le CNRS, et on utilise un IBM, et un autre qui est piloté par CEA, on utilise des machines bulles. Donc ce centre-là, il est à Orsay, et celui-là, il est aussi en région parisienne, à Brière-le-Châtelet. Je vous montre un tout petit film qui décrit avec les mains ce que c'est qu'un modèle de climat. Ça va reprendre exactement ce que je vous ai raconté, c'est toute la partie. Mais donc, pour résumer, je pense que le plus important, c'est de bien comprendre qu'un modèle de climat, c'est un modèle qui est déterministe et mécaniste. Donc c'est le forçage qui détermine sa trajectoire, et mécaniste parce qu'il y a des équations à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça vous montre la discrétisation. Vous voyez, dans l'atmosphère, sur l'horizontale, sur la verticale, la taille typique d'une maille d'un modèle de climat, c'est 100 km par 100 km, et puis quelques dizaines de mètres d'épaisseur, ou centaines de mètres quand on est dans l'eau de l'atmosphère. Et donc ensuite, toutes les variables, elles sont homogènes dans chacune de ces boîtes. Et là, on fait quand même l'hypothèse que sur 100 km x 100 km, plusieurs dizaines de mètres, tout est homogène. Ensuite, on représente, en fait, c'est une belle vue, évidemment, dans la réalité, c'est moins joli, mais on représente les nuages avec des équations qui vont nous dire, dans chaque maille, j'ai tel pourcentage de la maille qui est couvert par tel type de nuage. Sur les continents, je vais aussi dans chaque maille dire, sur cette maille continentale, j'ai tel pourcentage de la surface qui est représenté par de la forêt, par des montagnes, par des champs, et donc je peux calculer la réflexion, les échanges radiatifs. Pardon, les échanges radiatifs, les échanges d'eau. Donc ça, c'est les émissions anthropiques. Ensuite, on bascule sur l'océan, où vous avez de la même façon que pour l'atmosphère une discrétisation verticale. Donc on a besoin de représenter la circulation dans l'océan, parce qu'on veut représenter les échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère. Voilà les courants marins. Voilà les tourbillons qui ne sont pas représentés explicitement, on a besoin de paramétrisation. Ça, c'est le phytoplancton et la pompe biologique qui stocke du carbone dans le fond de l'océan. Voilà. Et ensuite, ces jolis phénomènes et processus, ils sont traduits en équations d'abord, et puis évidemment sur la machine en 0 et 1. En 1 pour le calcul. Donc ce qu'on utilise, c'est ces gros calculateurs, donc on utilise des centaines de processeurs qui sont couplés les uns aux autres. Et donc c'est des calculs qui sont très massivement ou très fortement parallèles. Là vous avez juste des exemples de sorties de modèles. Donc ensuite c'est ce type de carte qu'on va comparer aux observations. Donc voilà, je peux montrer celle-là. Ça c'est un flux de CO2 qui est calculé à l'interface entre l'atmosphère et l'océan. Et vous voyez qu'il ressemble, alors on peut discuter de la ressemblance, à ce que je vous ai montré pendant la première partie, où on voyait les échanges de CO2, du rouge et du bleu en fonction des saisons. Ça avait été construit à partir des observations. Ensuite, on peut comparer modèle et observation, retourner dans le modèle pour corriger, réparer les choses qui ne sont pas très propres, et ensuite réaliser les projections dont j'ai parlé. Voilà. Alors, je parle de projection. Mais peut-être, avant de parler de projection, les modèles ils sont aussi utilisés pour attribuer. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails des méthodes qui permettaient d'attribuer. Attribuer, c'est cette question, le CO2 augmente, les autres gaz à effet de serre augmentent, la température augmente, comment je fais le lien entre les deux. Regardez ce que vous pouvez faire avec un modèle. Ah oui, pourquoi ces modèles-là? En fait, en physique du climat ou en sciences du climat, un des gros problèmes qu'on a par rapport à d'autres domaines de la biologie, de la physique ou des sciences de la Terre, c'est qu'on ne peut pas expérimenter. Parce qu'on n'a qu'un seul système. Et donc on est obligé, pour beaucoup de questions, de travailler avec des modèles. Alors, des modèles analogiques, c'est compliqué, donc c'est souvent des modèles numériques.
Et donc on fait avec ces modèles numériques ce qu'on ferait dans une expérience de physique, on fait des tests, on répète plusieurs fois le même test, on change des conditions, aux limites, le forçage, etc. C'est ce qu'on fait avec ces modèles numériques. Et donc là je vous montre un exemple, on va regarder simplement la figure du milieu. Vous avez entre 1900 et 2010 l'évolution de la température globale de l'atmosphère. Tel qu'observé, alors on a enlevé tous les bruits, la variation, c'est la courbe noire. Le réchauffement dans la première partie du siècle, le plateau ici, puis un réchauffement récent, qui est celui qui est expliqué par l'homme. Et ici, les couleurs roses, c'est en fait la moyenne d'une cinquantaine de simulations climatiques réalisées avec différents modèles. Donc vous faites des simulations de la température sur le dernier siècle, et vous regardez comment ces simulations se comparent à ce qu'on a observé. Et donc en forçant ce modèle avec le CO2 observé, les autres gaz à effet de serre, les aérosols, les éruptions volcaniques, etc., on reproduit le réchauffement récent. Et ensuite, vous prenez le même modèle climatique et vous faites une expérience où vous ne faites pas augmenter les gaz à effet de serre, vous ne faites pas changer le contenu en aérosol. Donc c'est une expérience où les seuls forçages qui vont changer sont les forçages naturels, soleil, volcan. Et ce qu'on obtient, c'est ces courbes bleues ici. Et donc ça, c'est un des arguments utilisés. C'est pas une preuve, mais c'est un des arguments dans les faisceaux d'indices qui nous permettent de conclure que c'est un des arguments. Avec les modèles de climat, on est incapable de reproduire le réchauffement récent si on ne tient pas compte de l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un des arguments utilisés pour faire le lien entre l'influence humaine et le réchauffement observé au cours des dernières décennies. Alors, un mot sur les projections. Donc, on a vu cette figure-là il y a quelques instants. Je peux revenir sur l'incertitude sur les projections. D'où elle vient, comment elle est calculée, comment elle est estimée. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette figure, surtout au moment de la COP, ça a été montré et remontré. Et donc, la courbe rouge ici représente la moyenne d'une quarantaine de modèles climatiques. En fait, le chiffre, là, c'est les 39 modèles climatiques qui ont été utilisés pour réaliser la projection climatique. Alors pourquoi 39 ? Pourquoi autour d'une quarantaine ? En fait, il y a à peu près dans le monde une vingtaine de groupes qui développent des modèles climatiques. Et ces groupes se mettent d'accord pour faire des exercices de comparaison de projections climatiques. Donc ils vont réaliser les mêmes simulations. D'accord ? Et ensuite, on fait la moyenne des différents modèles, et c'est ça notre meilleure projection. C'est la moyenne des modèles. Et l'incertitude autour de la moyenne, ici, elle provient des différences entre les modèles. C'est comme ça aujourd'hui qu'on estime l'incertitude. On n'a pas beaucoup d'autres moyens d'estimer l'incertitude sur une projection future. Aujourd'hui, elle vient du fait qu'il y a à peu près 20 groupes dans le monde qui développent des modèles climatiques différents. Alors pourquoi ils sont différents ? Ils ont les mêmes équations de Navier-Stokes, celles que j'ai montrées là, elles sont communes à tous les modèles. Par contre, ils ne représentent pas de la même façon la microphysique des nuages, par exemple, ou l'effet des tourbillons dans l'océan. Tout ce qui est plus basé sur des relations empiriques ou paramétriques, là, les modèles font des choses un peu différentes. Ils ne vont pas avoir la même résolution, le même pas de temps, etc., etc. Donc il faut des choses différentes, ils projettent des choses différentes, et donc c'est de là que vient l'incertitude. Donc quand on dit pour le scénario O, la Terre se réchauffe de 4 degrés plus ou moins 0,5, c'est à peu près ce qu'on a ici, et ben c'est parce qu'on utilise une quarantaine de modèles. Donc 20 groupes dans le monde, 40 modèles, parce que les groupes, souvent, ils ont une, deux ou trois versions de leur modèle climatique avec des options un peu différentes. Voilà, donc ce qu'on voit sur cette figure-là, c'est que si on suit la trajectoire du scénario RCP 8.5, donc la trajectoire haute, on réchauffe la Terre de 4 degrés par rapport à aujourd'hui, et donc d'à peu près 5 degrés, un peu moins de 5 degrés par rapport au pré-industriel. Et dans la trajectoire bleue, ici, on a, c'est pas si c'est ici, on a une probabilité de plus de 2 sur 3 de rester en dessous des 2 degrés, ce qui correspond à l'objectif de l'accord de Paris. Donc, pour remplir l'objectif de l'accord de Paris, c'est le scénario bleu qui va nous permettre de réaliser cet objectif. Alors, je vous ai montré que les modèles de climat, ils étaient spatialisés, donc on peut regarder bien plus que la température moyenne dans ces modèles de climat. Donc, je vous montre quelques exemples de ce qu'on peut regarder. Voilà, on regarde l'évolution des températures. Donc ça, c'est la température à la fin du XXIe siècle, moins la température à la fin du XXe siècle, pour les deux scénarios. Le scénario bleu à gauche et le scénario rouge à droite. Et donc on voit évidemment ici un continent qui se réchauffe un peu plus vite que les océans. Et plus 4 degrés à l'échelle globale, c'est plus 10 degrés en Arctique à la fin du XXe siècle, donc c'est très fort.
Ici, dans le scénario RCP de 6, ça se réchauffe quand même de 3-4 degrés en Arctique, mais ça se réchauffe nettement moins que dans le scénario de droite. Et ici, vous avez les changements de précipitation. Et c'est intéressant, avec le changement climatique, on s'attend à une intensification du cycle hydrologique, parce qu'il fait plus chaud, plus d'évaporation, plus de précipitations en moyenne. Mais ce qu'on observe dans ces projections climatiques, c'est, de façon très générale et un peu schématique, des zones humides qui deviennent plus humides et des zones sèches qui deviennent plus sèches. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais on le voit ici. Plus de précipitations dans la zone équatoriale, moins de précipitations dans les zones tropicales et subtropicales, moins de précipitations en zone méditerranéenne, ça c'est une constante dans toutes les projections climatiques, et puis plus de précipitations aux moyennes et hautes latitudes. Et ça c'est une signature de ce cycle hydrologique intensifié. Alors, je vous montre peut-être deux autres choses en termes de projection. On s'intéresse aussi, parce que c'est ce qui probablement nous frappe le plus, aux événements extrêmes et aux changements de fréquence, d'intensité des événements extrêmes. Avec ces modèles de climat, on peut aussi commencer à regarder ces événements extrêmes. Là, vous avez sur la gauche des projections, un changement relatif du nombre d'événements, par exemple la quantité d'eau, cumul de pluie des 5 jours de suite les plus pluvieux. C'est une chose un peu compliquée ici. On s'intéresse aux événements précipitants intenses. Est-ce que, pour une même définition, le nombre d'événements augmente avec le changement climatique? Et donc, ce qu'on montre ici, c'est qu'avec le changement climatique, dans le scénario rouge, on augmente le nombre d'événements précipitants intenses. Dans un climat plus chaud, le cycle hydrologique est amplifié. C'est pas étonnant qu'on ait plus d'événements précipitants intenses. Plus de vagues de chaleur, moins de vagues de froid. Alors, sur d'autres événements extrêmes, comme les cyclones, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ça a été largement discuté à cause de Irma et d'Harvey. C'est très dur d'attribuer un événement au changement climatique. C'est aussi difficile de projeter l'évolution de ce type d'événement en réponse au changement climatique parce que c'est des événements rares. Donc on n'a souvent pas le recul qui nous permet de faire des statistiques propres. Et c'est des événements qui sont souvent très locaux, à petite échelle, et donc qui sont mal représentés dans les modèles climatiques. On n'a pas la résolution qui permet de le faire. Donc il y a encore beaucoup de questions sur ces événements extrêmes. Voilà, je vous montre deux dernières figures sur les projections. Ça, c'est la surface de banquise en été. Dans le scénario rouge, la banquise disparaît autour de 2050-2070, et dans le scénario bleu, on maintient une surface de banquise en été jusqu'à la fin du siècle. Donc, des grosses différences pour l'Arctique en lien avec ces changements de température importants. Vous l'avez ici, pas de banquise d'été dans le RCP 8.5, et puis une banquise d'été qui perdure dans le RCP 6. Et le dernier, c'est cette augmentation du niveau des mers. Donc on a dit plus 20 cm jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les projections pour le prochain siècle, dans les deux scénarios bleu et rouge. Et là, on a plus 70 cm dans le scénario rouge, plus 30-40 cm dans le scénario bleu. Donc vous voyez que cette grandeur, elle est intéressante, parce qu'elle vous montre que même si on stabilise le CO2 et la température de surface, le niveau des mers continue à monter. Et ça, c'est en lien avec la quantité de chaleur qui a été stockée dans l'océan, avec la déstabilisation des glaciers de montagne, des calottes. Le niveau des mers continue à augmenter, même si la température de surface, elle, semble stabiliser. Donc ça permet de mettre en évidence ces échelles de temps longues qui existent dans le système climatique. Peut-être un point rapide sur l'augmentation du niveau des mers. C'est en fait très variable à l'échelle régionale. On a l'impression que si on ajoute de l'eau à l'océan, ça va monter partout pareil. En fait, ce n'est pas le cas. L'océan va monter plus vite dans les endroits qui se réchauffent le plus, à cause de la dilatation thermique, donc le Pacifique Ouest. Vous voyez qu'il y a des zones qui vont même, au niveau des mers, va même baisser, le long du Groenland, ici, ou en Arctique. Et ça, c'est parce que vous changez, c'est la réponse isostatiques en partie, c'est aussi parce que vous changez la masse et la gravité. Et donc, localement, on peut avoir des choses assez intéressantes avec des zones où le niveau de la mer peut baisser. Comme en Scandinavie aujourd'hui, pour d'autres raisons, liées à des échelles de temps. Voilà, donc je finis ma deuxième partie avec cette figure-là. Et si vous êtes d'accord, je vous prends encore 10 minutes, un quart d'heure pour parler d'acidification de l'océan, parce que pour l'instant, on n'en a pas parlé. Et c'est une thématique, à mon avis, importante. Et qui fait le lien, en fait, avec ce que j'ai raconté au départ dans ma première partie. Alors, l'acidification de l'océan, c'est quoi? Et bien, c'est ça. C'est ce qu'on voit ici. Je commence par vous montrer les observations. Ici, vous avez donc, je
parle d'observation, je parlerai rapidement du type d'écosystèmes qui sont impactés, et puis je vous montrerai des projections à la fin. Donc ça, c'est le CO2 dans l'atmosphère. On a déjà vu plein de fois ces courbes-là, pôle sud et Mauna Loa, entre 1958 et 2012-2013 ici. Dans l'océan, qui est beaucoup plus variable, on n'a pas de série temporelle aussi longue. Mais on a quand même 3 stations un peu historiques, pour lesquelles on a des données depuis la fin des années 80. Donc ces 3 stations, elles sont ici, elles sont dans l'Atlantique tropical, une aux Bermudes, une aux Canaries, et puis une près de Hawaï. Les océanographes, ils aiment travailler dans les endroits intéressants d'un point de vue océanographique. Et donc ce qu'on mesure aux Bermudes, à Hawaï, et puis aux Canaries, dans le large des Bermudes, le large d'Hawaï et le large des Canaries, pour ces 3 stations, on mesure une augmentation du P de CO2 dans l'eau. Et là, elle est logique, elle est en lien avec le fait que le P de CO2 augmente dans l'atmosphère, vous avez un funnel dans l'océan, donc la P de CO2 augmente dans l'eau aussi. Et ce qu'on a ici en parallèle, c'est une baisse du pH. Donc dans ces 3 stations, on documente de façon très précise la baisse du pH depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc on est capable de reconstruire cette baisse du pH depuis le pré-industriel. Et ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que le pH a baissé d'à peu près 0,1 unité pH. Donc oui, le terme acidification, il est un peu trompeur, parce que le pH de l'océan aujourd'hui en surface c'est 8,2, on passe de 8,2 à 8,1, donc tout reste alcalin ou basique. Donc l'océan ne va pas devenir acide. Donc acidification, ça témoigne juste de, je ne sais pas qui a inventé le terme, il y a un papier en 2005 qui dit Ocean Acidification, et ça a lancé un peu ce terme-là. C'est un terme qui a pu vous imaginer parce que ça frappe, mais l'océan va rester basique, même dans les scénarios extrêmes que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais bon, 0,1 unité pH, ça paraît peu parce que c'est une unité logarithmique, mais en termes d'H+, c'est plus 30%, donc c'est quand même une modification très significative de la chimie de mer, c'est 0,1 unité pH. Je vais vous montrer comment cette acidification se traduit pour d'autres grandeurs. Et on va regarder ici. Donc ça, c'est un autre papier important en 2004 dans la revue Science. Et les auteurs, ce qu'ils ont fait dans ce papier-là, c'est qu'ils ont essayé de montrer comment l'horizon de saturation, alors vous connaissez tous la lysokine, la CCD, la CD, et l'horizon de saturation, c'est la signature dans l'eau de mer de ces grandeurs qui sont décrites à partir des sédiments marins. Où il y a du sédiment carbonaté, où il n'y en a plus, quand on s'intéresse à la lysocline. Dans l'eau de mer, c'est l'horizon de saturation, il sépare la masse d'eau au-dessus qui est sursaturée pour la calcite ou pour l'aragonite, et puis la masse d'eau dessous qui est sous-saturée. Donc le sang il est sursaturé près de sa surface et sous-saturé en dessous. Et donc ce qu'ont fait les auteurs ici, c'est qu'ils ont regardé comment l'augmentation du carbone anthropique dans l'océan avait perturbé la profondeur de cet horizon de saturation. Et donc on s'attend à une perturbation de l'horizon de saturation parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'océan absorbe du CO2, diminue la concentration de carbonate, d'ion carbonate. Et comme la saturation, c'est la différence entre la concentration de carbonate mesurée, l'ion carbonate mesuré moins la concentration à saturation, si vous diminuez les carbonates, vous rapprochez de. Si vous êtes sursaturé, vous vous rapprochez de la saturation. D'accord ? Donc là, sur cette figure-là, vous avez 3 sections dans l'Atlantique, dans le Pacifique et dans l'Indien, et en couleur, on voit ce qu'on a déjà vu, on voit la pénétration du carbone anthropique. Donc toujours dans la même unité, c'est des micromoles par kilogramme ou par litre, c'est à peu près pareil. Et donc on voit le carbone qui pénètre profondément ici dans l'Atlantique Nord, dans le Pacifique, dans l'Atlantique Sud, et beaucoup moins dans le Pacifique Nord, parce qu'on n'a pas la formation des profondes. C'est pour ça qu'on ne voit pas de pénétration du carbone dans le Pacifique Nord. Et en rouge, vous avez une estimation de la profondeur de l'horizon de saturation pour l'aragonite, et en blanc ici, c'est pour la calcite. Donc pour la calcite, il est beaucoup plus profond parce que c'est une forme beaucoup plus stable de carbonate de calcium. Et donc ce qu'ont fait les auteurs ici, c'est qu'ils ont recalculé la profondeur de l'horizon de saturation en enlevant au carbone total le carbone anthropique. Donc on peut calculer cette l'ion carbonate, la concentration d'ion carbonate, dans une situation pré-industrielle. Si je corrèle la mesure du carbone total par le carbone anthropique, je recalcule l'ion carbonate et donc j'ai un carbonate pré-industriel. Et donc si j'ai la concentration d'ion carbonate pré-industriel, je peux recalculer la profondeur de l'horizon de saturation. Et donc c'est ce qu'ils ont fait ici, en pointillé, pour l'aragonite, c'est la profondeur de l'horizon de saturation au pré-industriel. Et donc ce qu'ils montraient pour la première fois en 2004, c'est qu'on documentait déjà à l'époque
une remontée de cet horizon de saturation. Donc regardez, dans l'océan austral, ici, dans l'Atlantique Sud, une remontée de quelques 500 mètres de l'horizon de saturation. C'est pareil dans le Pacifique Nord, peut-être une centaine de mètres, peut-être de l'ordre de 200 mètres dans le Pacifique Sud, et dans l'Indien Nord aussi, une remontée de cet horizon de saturation de quelques centaines de mètres. Donc il faut imaginer que ce volume d'eau entre les deux courbes rouges, c'était un volume d'eau qui était sursaturé il y a 150 ans et qui maintenant est sous-saturé pour l'arabonique. Donc c'est un volume d'eau où si vous êtes un organisme avec un squelette arabonitique ou un test arabonitique, il ne fait pas très bon vivre, alors qu'auparavant c'était un peu plus raisonnable. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce que donnent les projections. Avant de vous montrer les projections, juste deux transparents pour vous montrer quels sont les organismes les plus menacés finalement par l'acidification. On entend souvent parler des coraux tropicaux. Je vais vous montrer que les coraux tropicaux, ils vont rester dans des eaux qui sont sursaturées. Donc même si ça continue à être sursaturé, si ça l'est beaucoup moins, ça pose des problèmes pour la calcification, l'augmentation de température pose des problèmes, mais ce ne sont pas les organismes les plus menacés. Parmi les écosystèmes potentiellement menacés, il y a les écosystèmes dont la chaîne alimentaire est en partie basée sur ce petit gastéropode, là c'est un ptéropode. Donc c'est des escargonaires qui vivent dans les eaux froides, océan austral, Pacifique Nord. Et ils ont, donc ça fait 1 millimètre à peu près, et ils ont cette petite coquille en aragonite, qui est cette forme de carbonate de calcium très solide. Et ils vivent dans les eaux froides qui sont les eaux qui vont être impactées par l'acidification de façon rapide, les ptéropodes. Donc il y a pas mal de travaux sur ces organismes. Ça c'est un ptéropode en laboratoire. Et l'autre type d'écosystème auquel on peut penser, c'est aussi une barrière de corail, des récifs coralliens, mais c'est les coraux profonds. Souvent moins bien connus, parce que moins attractifs pour les touristes. À plusieurs centaines de mètres, vous savez, on a ici au large de l'Atlantique, peut-être la plus grande barrière récifale, plus grande que la grande barrière récifale d'Australie. Mais c'est des coraux qui vivent à 100, 200, 300, 400 mètres de fond, dans le noir. Ils filtrent, donc il n'y a pas d'organisme symbiotique, et ils filtrent les particules pour se nourrir. Et ils sont à l'origine d'un écosystème assez complexe, avec des poissons, des crustacés, etc. Et donc je vais vous montrer qu'on s'inquiète aussi pour il y a une menace forte qui pèse sur ces écosystèmes parce qu'ils sont en profondeur dans des eaux qui vont devenir sous-saturées. Et que les squelettes coralliens sont en aragonite, principalement en aragonite. Voilà, ça c'est l'image d'un de ces corails d'eau profonde, d'eau froide, avec crustacés et poissons associés. Alors deux choses sur les projections, je montre 2-3 questions, puis on s'arrêtera là. Vous avez ici, comme pour les températures, l'évolution du pH de surface de l'océan dans le futur au cours des prochaines décennies. Pour les deux scénarios, le scénario rouge, RCP 8.5, et le scénario bleu. Donc on a moins de modèles. Vous voyez qu'il y a très peu d'incertitudes sur le pH. Le pH de surface il répond de façon très parallèle à l'augmentation du CO2. Donc dans le cas où le CO2 augmente jusqu'à 940 ppm, c'est le cas rouge, le pH de surface de l'océan va descendre à 7.7, entre 7.7 et 7.8. Donc là, c'est plus qu'un doublement des OH+ dans le monde. Et dans le cas où on stabilise le CO2, on va aussi stabiliser le pH de surface des océans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on répond à l'objectif de Paris pour stabiliser le climat, on stabilise aussi l'acidification de l'océan. Voilà, et je vous montre peut-être cette dernière figure ici, pour cette partie sur l'acidification. Donc là, on retrouve ce que j'ai déjà montré avec une autre échelle de couleurs. C'est le carbone anthropique qui pénètre dans l'Atlantique, dans le Pacifique. On est en 94 et on regarde l'horizon de saturation pour l'aragonite là, en 1765, donc pré-industriel, et 1994, disons moderne. Et cette remontée dans l'Atlantique Nord et puis dans le Pacifique Nord et le Pacifique Sud. Et là, on se projette dans le futur, en 2100, pour 2 scénarios d'émissions de CO2 importantes. Et donc en couleur, sur la même échelle de couleur, c'est le carbone anthropique, car évidemment beaucoup plus dans l'océan, parce que le CO2 est beaucoup plus fort. Il y en a aussi beaucoup plus en profondeur, donc on est toujours entre 0 et 3 000 mètres, pôle sud, pôle nord, vers l'Atlantique Nord, avec le carbone anthropique pénètre et circule vers le sud dans l'Atlantique en suivant cette circulation en ligne. Et les traits noirs, c'est l'horizon de saturation, calculé pour 2100. Et donc là, ça devient faramineux. On passe dans l'Atlantique, on passe de 3 000 mètres, là, ici en pointillé, à quasiment la surface. Et donc les coraux, je vous montrais, qui vivent à quelques centaines de mètres, là, évidemment, ils vont se retrouver dans des eaux qui vont être sous-saturées, ou en grande partie sous-saturées. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans l'océan austral et dans le Pacifique Nord, l'horizon de saturation, il arrive en surface.
Et donc on se retrouve avec l'ensemble de la colonne d'eau qui est sous-saturée. Donc avec des problèmes potentiels importants pour les organismes calcifiants en particulier. Voilà, donc voilà ce qu'on sait. Et donc sur l'acidification, il y a moins d'incertitude parce que la chimie, on la connaît très bien, on la maîtrise très bien. Et donc sur le type de projection, là, ils sont assez sûrs. Peut-être même plus sûrs en termes d'incertitude que les projections climatiques, surtout quand on s'intéresse à l'échelle des cas de la. Alors, je vais conclure avec deux choses qui me semblent importantes. D'abord, faire le lien entre... Donc j'ai parlé des émissions, j'ai suivi finalement un raisonnement assez logique, on a parlé des émissions anthropiques, de l'augmentation du CO2, du changement climatique en lien avec cette augmentation du CO2, qui passe d'abord par la température, et puis des autres effets. Donc maintenant, si on prend les choses à l'envers, et qu'on part de l'objectif, 2 degrés de réchauffement, qu'est-ce que ça veut dire sur nos émissions? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre développement à l'échelle internationale? Et donc, il y a cette figure, là, qui est aussi une des figures du dernier rapport du GIEC, que vous trouverez facilement, qui est peut-être la figure la plus importante, la plus célèbre, qui trace l'évolution de la température sur l'axe des ordonnées en fonction des émissions cumulées dans le temps. Donc, je n'ai pas encore montré d'émissions cumulées, mais en fait, je vous intégrais juste sur l'axe des temps les émissions. Donc aujourd'hui, on est ici, le point noir, ça s'est réchauffé d'un peu moins d'1 degré. Alors, ça s'est réchauffé d'un peu moins d'1 degré par rapport au pré-industriel. Et on a émis aujourd'hui de l'ordre de, voilà, on a quoi, entre 1000 et 2000 milliards de tonnes de CO2. D'accord? Ouais, il y a les deux, il y a des gigatonnes de carbone ici, et puis il y a des tonnes de CO2. Donc on a, en termes de CO2, en termes de carbone, alors là on était en 2000, dans les années 2000, comme on en émet 10 par an, ça va assez vite, 10 ans vous en avez émis 100, donc on est au-delà de 500 gigatonnes de carbone d'émissions totales, déforestation plus combustion fossile, on est à 550 aujourd'hui. Et donc là, les ellipses, c'est les scénarios calculés par les modèles climatiques. Donc, dans un scénario rouge, ici, on émet évidemment en cumulé énormément de carbone et ça se réchauffe vite. Et ce qui est intéressant sur ce graphe, c'est qu'on a une relation, malgré la complexité du système, malgré les incertitudes, on a une relation quasi linéaire entre eux. Et donc il y a plein de raisons, c'est intéressant d'essayer d'expliquer cette relation linéaire, c'est pas si simple. Il y a une relation quasi linéaire entre le réchauffement et les émissions cumulées de carbone. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez limiter le réchauffement à 2 degrés, voilà, 2 degrés, vous savez qu'il faut rester en dessous des 2900, alors je prends 2900 pétagrammes de CO2. Donc, en dessous en fait des 1000 gigatonnes de carbone. Et donc ça c'est utile. Ça n'a pas été dit comme ça dans l'accord de Paris. L'accord de Paris s'arrête aux 2 degrés. On sait que ça veut dire... on sait traduire ces 2 degrés en émissions, mais ils n'ont pas mis des termes dans l'accord de Paris parce que voilà, on a une limite. Et en fait aujourd'hui, si on tient compte de ce qu'on a déjà mis, des autres gaz à effet de serre, qui ne sont pas comptés quand je dis 550 pétagrammes de carbone, on a déjà émis à peu près les 2 tiers de cette limite. Donc il nous reste 1 tiers des émissions possibles au cours des prochaines années. Au rythme actuel, si ça continue à augmenter, je crois que le calcul montre qu'on a 20 ans à cette... Et après, il faut s'arrêter d'un coup. Ouais, ça permet de dire autre chose, ça. Et souvent, on fait l'erreur. Pour stabiliser le climat, il faut stabiliser le CO2. Et pour stabiliser le CO2, il ne faut pas stabiliser les émissions. Il faut réduire les émissions jusqu'à 0. Parce qu'on peut toujours se dire, oui, mais j'ai le droit d'émettre ce que les puits absorbent. Ce qu'on peut imaginer d'un point de vue raisonnement très intuitif. En fait, non. Les puits dépendent du fait que le CO2 augmente. Donc si le CO2 est stable, les puits diminuent jusqu'à 0. Donc si vous avez le droit d'émettre, c'est 0. Pour que vous stabilisiez le CO2. Et ça, on le voit bien ici sur ces trajectoires de scénarios. Donc ça, c'est les trajectoires, ça, c'est les émissions actuelles, et ça, c'est les scénarios dont j'ai montré le CO2 atmosphérique en termes d'émissions. C'est ça que ça veut dire, le scénario bleu, c'est un pic des émissions en 2020, et une diminution rapide des émissions pour atteindre 0 ou moins de 0 d'ici la fin du siècle. Donc c'est ça le défi qui est devant nous. Certains disent qu'on a les technologies pour y arriver, qu'on a les technologies pour faire des émissions négatives comme à la fin du siècle, et qu'on sera capable de faire diminuer les émissions très fortes. Il y a certains signaux positifs, mais vous voyez que c'est quand même un défi considérable pour vous tous. J'imagine à transmettre
à nos élèves en tout cas. Donc voilà, pour garder le réchauffement global en dessous de 2 degrés, c'est une réduction des émissions de 40 à 70% en 2050. Ce qu'il y a aujourd'hui dans l'accord de Paris, c'est une contribution de chacun des pays. C'est pour ça qu'il y a eu l'accord, parce qu'on ne s'est pas réparti un quota. Chaque pays est arrivé avec la contribution qu'il proposait. Quand on fait la somme des contributions, on n'est pas sur la trajectoire bleue, on est plutôt sur une trajectoire orange. Et entre le orange et le rouge. Donc il y a un premier pas qui a été fait, mais il y a un mécanisme dans la COP où tous les 5 ans, les pays doivent réviser leur réduction d'émissions à la hausse, enfin à la hausse des objectifs, et à la hausse de l'ambition. Voilà, et je ne peux pas terminer sans vous montrer cette figure-là. C'est une figure compliquée, mais elle me semble importante, c'est pour replacer ce qu'on vient de se raconter dans un contexte un peu plus grand en termes d'échelle temporelle. On va discuter que des 50 dernières années ou des 100 prochaines années. C'est ce qu'il y a sur la figure là-haut. Ça, c'est le CO2 entre 1950 et 2000 à Mauna-Loire et sur le sud. Et ici, vous avez d'autres échelles de temps qui vous montrent que le CO2 il a toujours varié et que, entre guillemets, la planète, elle en a connu d'autres. L'humanité peut-être pas, mais la planète, elle en a connu d'autres. On voit le fait que le CO2 était très stable sur les 1000 dernières années, était très stable aussi à 260-280 ppm sur l'ensemble de l'Holocène. Donc ça va dans le sens, ça c'est le plus récent, on va vers le plus vieux comme ça. Ça c'est les derniers 10 000 ans grâce toujours aux carottes de glace. Ça c'est les derniers 400 000 ans grâce à Vostok. Aujourd'hui on a quasiment 1 million d'années où on voit les cycles glaciaires interglaciaires en CO2, 100 ppm d'écart. Et puis ça c'est des reconstructions, on n'a pas de carottes de glace donc c'est très indirect, on utilise des feuilles fossilisées, donc de stomates ou des quantités géochimiques. Et on peut reconstruire le CO2 sur le Cénozoïque, sur les derniers 25 millions d'années ou sur tout le Phanérozoïque. Et je l'ai dit tout à l'heure, on peut retrouver des valeurs à 400 ppm il y a 2-5 millions d'années, il y avait des valeurs élevées qui ressemblent à celles qu'on a aujourd'hui. Et puis on peut retrouver des valeurs beaucoup plus élevées si on va au Mésozoïque ou alors au début du Paléozoïque, il y a des valeurs à plusieurs milliers de ppm dans l'atmosphère. La Terre a déjà connu des atmosphères très très riches en CO2 et beaucoup plus riches qu'on aura même à la fin du siècle, même si on ne fait rien sur les émissions. Il faut bien séparer les problèmes. Il y a un problème auquel les sociétés humaines font face, et puis il y a la planète. Donc sauver la planète, ça ne me paraît pas être un... Ok, je m'arrête ici. Merci. Peut-être une chose, je voulais terminer là-dessus, mais j'ai oublié. Le CO2 qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui, et puis on enlève une grande partie, mais il y a une partie de ce CO2 qui dure très très longtemps. Et souvent on a l'impression que le changement climatique c'est un problème que pour les 100 prochaines années, parce qu'on se focalise tout le temps sur les 100 prochaines années. Mais n'oubliez pas que 20% de ce CO2 et 20% du CO2 qu'on a émis est dans l'atmosphère pour des milliers, des dizaines de milliers d'années. Donc c'est aussi un problème pour le long terme. Et là il y a un lien avec le processus qui agissent sur le cycle du carbone à l'intérieur. Des questions, c'est ça. D'abord le pouce. Bonjour, d'abord je tiens à m'excuser parce que j'étais un tout petit peu en retard et remercier M. Laurent Bock d'être venu, remercier aussi Mme Lecomte-Capdeville qui a bien géré l'ensemble. Et ce qu'on voulait simplement, d'abord on va faire les choses en état. Il y aura une série de questions qui vont être posées. C'est vrai que vous vous retrouvez à travers l'exposé qui a été fait dans le cours de terminale spécialité en particulier, avec toutes les limites que peut avoir un modèle qui va dans le prédictif, toutes les limites d'un modèle, mais qui quand même globalement va dans le sens d'une augmentation des températures, malgré les incertitudes. Ça, c'est important quand même de le dire. Ce qui nous a un peu interpellés ces dernières années, ce sont parfois, et vous avez bien fait de le signaler, certains faits qui sont sur certains livres, on ne dira pas lesquels, où on vous dit qu'il y a un refroidissement de l'Europe du Nord, il y a un refroidissement de la Galice. Ça n'a pas été constaté. Donc on ne va pas essayer d'emmener les élèves vers ces cheminements-là, puisque d'un point de vue scientifique, ça n'a pas été constaté.
Autre chose aussi, concernant Irma, ce dont vous parliez, c'est vrai que les alarmistes disaient, voilà, c'est le réchauffement climatique. Scientifiquement, ça n'a pas été constaté. Donc là, c'est important que les élèves distinguent ce qui est du vraisemblable de ce qui pourrait être un vrai. C'est pas évident, parce que vous avez les climato-sceptiques qui vont dans le sens de toute façon, il y a toujours eu des variations climatiques et c'est comme ça, et puis vous le démontrez. Et puis après, il y a ceux qui vont carrément dans l'autre sens, et il faut essayer de rester dans le domaine du scientifique, et c'est important. Et c'est vrai que travailler sur les modèles en terminale S, vous avez le site de la NASA qui est intéressant, même s'il est en anglais, même si un jour un parent d'élève est venu me voir en me disant, vous vous rendez compte, il fait travailler mon fils sur de l'anglais, mais c'est quand même assez intéressant que de les emmener sur ce site-là, de les faire réfléchir. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, lorsque les questions vont être posées, surtout ne partez pas, quand même, il y a une information très importante qui va être dispensée par nos collègues de la seule classe prépa de l'académie. Attention, j'ai pas terminé. Donc là, et qui nous concerne directement, puisque c'est biologie, c'est chimie, c'est physique, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, sciences de la Terre aussi. Mais c'est important que vous restiez parce qu'on a quand même quelques informations. Et on me signale et on me fait signe, mais je comprends que la liste des démarchements, il faut la faire. Il faut revenir, s'il vous plaît, de signer tous, parce que je ne suis pas sûre qu'elles soient pas signées à tout. Et vous la faites revenir au premier. Je ne sais pas, et vous avez parlé en voix, je crois qu'il y a plein de Oui, je répéterai la question si certains n'ont pas entendu. Si vous avez des questions. Justement, au début de l'exposition, vous avez dit qu'il y avait une baisse des climato-statiques. Justement, par rapport aux États-Unis, par rapport au gouvernement qui a été élu, on a vu qu'il y a eu certains nettoyages au niveau des sites internet, justement. On a fait un peu du travail de la sécurité. Est-ce que ça a une influence justement sur les chercheurs américains où on leur dit d'arrêter ou... Voilà. Oui, ça a une influence. Alors peut-être avant de parler des États-Unis, juste ma remarque concernait plus la France. J'ai l'impression qu'en France, la vie est un peu plus simple ces dernières années en termes de... Il y a quelques années, si on était invité sur une émission de radio ou de télé pour parler du changement climatique, il y avait de façon systématique un climato-sceptique qui était invité en face. Pour laisser l'impression, pour donner l'impression que c'était 50-50, et finalement c'était un débat scientifique. C'est très compliqué de répondre aux climato-sceptiques parce qu'ils utilisent des arguments très simplistes. C'est dur de lutter parce que pour répondre le CO2 augmente et la température baisse depuis 10 ans. Il n'y a pas de réchauffement climatique en lien avec le CO2. Et oui, il vous faut 10 minutes pour expliquer ce qui se passe, qu'il y a des réalités naturelles, qu'il y a des événements lumineux, etc. Et c'est compliqué de répondre à ces arguments. Ça va mieux parce qu'on a battu des records de température. Donc tout l'argumentaire sur les plateaux de température, on voit plus le réchauffement, on ne tient plus. Ça va mieux parce que je crois que du point de vue de la communauté scientifique, suite à la crise à l'aide de Tokyo dans les années 5-6 ans, le CNRS a mis en place, via son comité d'éthique, il nous a conduit, nous scientifiques, à écrire un bouquin sur les méthodes, et de moins communiquer sur les résultats seulement. Donc, il y a un bouquin que peut-être vous connaissez, certains d'entre vous, qui s'appelle Le climat à découvert, qui raconte toutes les méthodes utilisées par les climatologues. Depuis la modélisation, la reconstruction des paléoclimats, etc. C'est des petits chapitres de 2 pages qui décrivent toutes les méthodes des climatologues. Donc je pense qu'on a aussi fait un effort pour essayer de mieux expliquer pourquoi on en arrive à ces résultats-là. Oui, il faut aussi que nous on fasse attention à ne pas communiquer juste pas se laisser emporter dans le catastrophisme. Et je pense qu'on communique un peu mieux ces dernières années que ce qu'on avait fait auparavant. Et que ça explique aussi en partie pourquoi on a moins affaire au climato-sceptique. Alors après aux États-Unis, c'est un climato-sceptique idéologue finalement qui est peut-être encore plus difficile à contrer. En tout cas, il est incontrable avec des arguments scientifiques. Parce que c'est pas de la science. Pour nos collègues américains, c'est dur. Non. Peut-être moins ceux qui travaillent dans les universités. Parce que les universités elles sont indépendantes, elles peuvent dépendre des États, mais elles ne dépendent pas du gouvernement fédéral.
Souvent, les universités elles sont très fortes, très puissantes, souvent très riches, donc elles vont continuer à financer la recherche sur le climat dans les grandes universités, ça n'y a pas de problème. Par contre, nos collègues qui travaillent dans les centres de recherche fédéraux, comme la NASA, comme la NOAA, j'ai montré les cours de la NOAA, eux, ils ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et vous avez entendu parler de l'initiative Macron là, sur Make Your Planet Great Again. Ça, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Il a lancé un appel d'offres pour faire venir des scientifiques, au départ américains, en France. En fait, il y a beaucoup d'Américains qui ont répondu. On a des collègues, ça ne concerne que les climatologues. L'idée, c'est de faire venir en France les climatologues américains pour les 5 prochaines années. Et il y a eu, je crois, peut-être 30 à la fin qui seront retenus, et il y a eu 400 réponses de climatologues étrangers, principalement qui ont répondu à cet appel d'offres. Il y a eu beaucoup d'anglais aussi. Dans les modèles climatiques que vous avez dit, c'est notamment les cellules continentales, est-ce que les mécanismes géologiques moyen et long terme peuvent être intégrés? Par exemple, l'impact de l'altération qui va augmenter avec les taux de CO2 et les températures, qui a un effet rétroactif sur le climat. Alors, dans les modèles climatiques que j'ai montrés, en général, on ne représente pas cet effet-là, parce que sur les échelles de temps sur lesquelles on calcule l'évolution du climat, ils ont un effet très très fort. Par contre, on utilise ces mêmes modèles pour travailler sur du très long terme. Et donc, pour nous intéresser, par exemple, au climat du Crétacé, à l'évolution, au taux de CO2 au Crétacé. Alors, dans ces modèles-là, on n'a pas ce type de processus, et donc on va coupler ces modèles climatiques à des modèles d'altération qui vont travailler simplement en 2 dimensions, avec des sorties qui viennent des modèles climatiques, et donc on va calculer effectivement les taux d'altération, la quantité d'ions hydrogénocarbonate qu'on aurait dans les rivières et qui irait jusqu'à l'océan. Et donc l'effet, et donc ces modèles-là qui sont juste 2 dimensions, et donc qu'on peut intégrer beaucoup plus longtemps dans le temps, de façon beaucoup plus rapide, vont nous permettre d'estimer le rôle d'un changement de précipitation, par exemple, sur des taux d'altération, et donc sur le puits de carbone atmosphérique. Donc on utilise des approches couplées avec ces modèles climatiques tridimensionnels, océan, atmosphère assez complexes et chers, avec des modèles moins chers, mais qu'on peut intégrer plus longtemps. Donc en fait, on travaille, si par exemple vous êtes intéressé au Crétacé, on part d'un CO2 qui est un CO2 estimé pour le Crétacé, on va calculer un climat Crétacé avec ce CO2 et la répartition des continents, etc. Avec ce climat Crétacé, on va forcer un modèle d'altération, on va calculer un taux d'altération moyen, et donc un puits de CO2 moyen lié au taux d'altération. Ensuite, on va essayer de comprendre comment ce puits de CO2 a impacté le CO2 atmosphérique, ou s'il explique les variations de CO2 atmosphérique. Concernant quelque chose de plus récent, à savoir le PHG du sol, il y a quand même un impact plus rapide de la fonte de ce dernier, un impact plus rapide sur oui, donc la variation du dossier. donc dans certains des modèles de biosphère continentale que j'ai... Peut-être les autres n'ont pas entendu. Oui, on parle du pergélisol et du permafrost, et de l'impact de ce dégel sur des flux de CO2 ou des flux de méthane d'ailleurs, qui pourraient amplifier le changement climatique. Vous savez, il y a cette rétroaction. En fait, le processus est intéressant, c'est je commence à fondre le sol, où il y a beaucoup de carbone organique gelé, c'est ça le pergélisol, c'est du sol qui reste gelé en permanence, et quand je commence à fondre le sol, on réactive les bactéries, et ces réactions bactériennes, elles sont génératrices d'énergie, et donc ça réchauffe, et donc ça fond encore plus, etc. Donc il y a un feedback positif. Donc dans certains de ces modèles, c'est un processus que l'on représente. C'est un processus aussi qu'on essaie de suivre sur le terrain. Donc il y a des mesures de flux de méthane et de flux de CO2 dans les zones où le sol est en train de geler. Donc on voit effectivement un dégel du sol, on voit des flux de CO2, des flux de méthane dans certains endroits. Mais le consensus actuel, c'est que ça n'a pas l'air d'être un processus de premier ordre pour les bilans de méthane aujourd'hui. Ce n'est pas un fort flux de méthane pour les bilans de méthane aujourd'hui. Pour les prochaines décennies, le consensus, et c'est ce qu'il y a dans le rapport du GIEC, c'est que ça n'a pas l'air d'être non plus la bombe, la rétroaction positive que certains ont décrit. Donc je pense qu'il faut rester mesuré sur l'ampleur de ce phénomène. Deux questions. Que pensez-vous de l'initiative 4 pour 1000 ? Oui, qu'est-ce que je pense de l'initiative 4 pour 1000 ? Donc l'idée de 4 pour 1000, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on regarde la quantité de carbone organique stockée dans les sols et
si on fait plus 4 pour 1000 à la quantité de carbone organique qui est stockée dans les sols de la planète, je crois que c'est de la planète, on obtient finalement la quantité de CO2 qu'on va émettre au cours des prochaines décennies. Donc ça nous permettrait, si on augmentait la quantité de carbone organique stockée dans les sols, de contrer le changement climatique. Donc c'est ça ce qu'il y a derrière cette initiative 4 pour 1000. Et donc elle vise à changer les pratiques agricoles principalement pour essayer de stocker plus de carbone sous forme organique dans les sols. Donc sur le principe, je trouve que c'est une approche intéressante. D'un point de vue personnel, j'aime pas du tout l'appellation 4 pour 1000. Parce que je trouve que ça donne une très mauvaise idée de ce qu'il faut faire. L'idée derrière le 4 pour 1000, c'est qu'il suffit de changer un tout petit peu les stocks de carbone organique dans les sols pour que ça ait un fort impact sur le climat de la Terre. C'est ce qu'il y a derrière. Mais c'est ça la question. Après, c'est pas forcément le nom, mais est-ce que c'est scientifiquement valable? Non, je pense que là, on en est. Donc, j'ai pas du tout parlé des techniques qui nous permettaient, donc il y a réduire les émissions, et puis ensuite, il y a toutes les techniques qui nous permettent, d'une façon ou d'une autre, de stocker plus de carbone dans les puits. Donc ça en fait partie. Et je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, qu'aucune de ces techniques nous permettra de combler l'écart entre nos promesses de réduction et la courbe bleue que j'ai montrée. Donc on a besoin d'utiliser tout ce qui est sur la table, tout ce qui est potentiellement sur la table, efficace et non dangereux. Je crois que je ne suis pas spécialiste des pratiques agricoles, mais je crois qu'il y a des choses très intéressantes derrière l'initiative 4 pour 1000 qui vont contribuer, mais c'est sûrement pas la solution. Et c'est ce que laisse un peu entendre ce nom 4 pour 1000, c'est pour ça que je suis un peu sceptique. Après, il y a l'histoire de la réparation entre guillemets des sols, de la sécurité alimentaire. Là, c'est plus du changement climatique, c'est d'autres choses. Ah non, j'ai pas parlé côté océanique, il y a la fertilisation par le fer qui a été évoquée. Maintenant, on parle d'altération accélérée. Aller répandre de l'olivine en fine poudre au-dessus des océans pour accélérer l'altération. Ça pompe du CO2. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont évoquées. En tant que scientifique, je pense que c'est notre devoir d'en étudier l'efficacité et les limites potentielles. Après, Les stockages, justement, quel sont les stockages humains? Comment on peut stocker ça? voilà, donc dans les courbes d'émissions, la courbe que j'ai montrée à la fin, dans le scénario bleu, ils ont des émissions négatives. Il faut bien que dans leur modèle socio-économique, ils aient introduit une technologie qui permet de générer des émissions négatives. La seule technique qu'ils ont ici, c'est ce qu'on appelle la technique BECCS, BECCS. BECCS, c'est de la bioénergie couplée à de la capture de CO2 et du stockage. Donc c'est Bioenergy Carbon Capture and Storage. Donc vous faites pousser la canne à sucre, vous la brûlez pour fabriquer de l'électricité, en sortie d'usine vous récupérez le CO2 et vous allez le stocker dans un réservoir géologique. Là vous avez un cycle, vous avez produit de l'énergie et vous avez un flux net de carbone de l'atmosphère vers un réservoir géologique. Donc ça c'est des techniques qui marchent, mais c'est des techniques qui demandent beaucoup d'espace, beaucoup d'eau, et donc qui entrent en concurrence avec justement nourrir la planète, la conservation de la biodiversité, et ça c'est des choses qui ne sont pas regardées par ces modèles très simplistes et socio-économiques. Vraisemblablement, on ne pourra pas satisfaire à cette trajectoire-là en utilisant seulement des techniques type TEX. Oui. Sur le dernier million d'années, on voit que sur la variation de la température de l'atmosphère, on est à peu près sur une amplitude de 100 ppm, plus ou moins, avec des changements de température assez importants, facilement à plus ou moins 5 ou 6 degrés Celsius. Alors les élèves, quand ils voient ça, ils peuvent, en tout cas certains, faire le raisonnement suivant. Ok, on prend 100 ppm, sur le dernier million d'années, on gagne 5-6 degrés facile, et là, depuis la période pré-industrielle, on a gagné 100 ppm, on a tout un degré. Alors, on répond que cette différence de température entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel, et le pré-industriel, donc 5-6, les dernières expressions peut-être un petit peu moins, peut-être 4-5, mais bon, c'est le même ordre de grandeur, s'explique qu'en partie par le CO2. Et donc, les estimations actuelles, c'est qu'à peu près un tiers du réchauffement ou du forçage radiatif entre glaciaire et interglaciaire s'explique par le CO2. 2 tiers s'expliquent par le ice albedo feedback, donc la rétroaction glace. Et ça, c'est un phénomène très important entre glaciaire et pré-industriel, parce que vous avez une énorme calotte et de la neige sur l'ensemble d'une grande partie de l'hémisphère nord qui va fondre, et donc ça joue un très fort rôle sur cette période-là, et ça joue un rôle nettement plus petit
sur les derniers 100 ans. Parce qu'on part d'une situation où il y a beaucoup moins de neige et beaucoup moins de glace. Donc il y a ça. Et le troisième terme potentiellement important qui est encore largement discuté, c'est le fait qu'en période glaciaire, on avait une atmosphère qui était beaucoup plus sèche d'abord, et il y avait beaucoup plus de poussière. Et les poussières, les dusts, les poussières lithogéniques, elles refroidissent le climat. Donc en gros, ça serait autour de 2 tiers, un peu moins de 2 tiers, la rétroaction liée à la glace, un peu moins d'un tiers le CO2, et le reste, ces effets d'aérosol et de poussière. Donc c'est parce que sur cette période de temps, on ne part pas du même état initial, et on laisse aussi beaucoup plus de temps à la glace et à la neige de fond. Donc c'est comme ça qu'on fait. Oui, alors je ne sais pas si j'ai peut-être raté quelque chose, mais au niveau du carbone, à un moment, tu sais, quand on cherchait l'origine du carbone anthropique, comment on fait pour savoir que le carbone est d'origine anthropique? J'ai peut-être raté un peu. Oui. Parce qu'il y a un moment, je n'ai pas Voilà, non, mais c'est une bonne question parce qu'en fait, souvent on dit les climato-sceptiques, ils expliquent qu'il n'y a pas de réchauffement. En fait, les climato-sceptiques, on peut en trouver dans cette longue chaîne de cause à effet que j'ai décrite, émissions, CO2 qui augmente, climat qui change et les impacts. On peut trouver des climato-sceptiques qui discutent chacun des relations, des différentes relations de cause à effet. Il y a des climato-sceptiques qui disent aussi le CO2 augmente, mais c'est pas l'homme, c'est parce que l'océan perd du carbone. Parce que l'océan, vous avez peut-être entendu ça, l'océan se réchauffe, donc la solubilité baisse, donc l'océan perd du carbone, et donc c'est pour ça que le CO2 augmente. Et vous avez beau me dire que c'est les émissions anthropiques, mais moi je maintiens que c'est l'océan qui perd du carbone. Donc quels sont les arguments à opposer à cette histoire? Alors, argument, oui, il y a ça, et puis est-ce que. Enfin, on ne peut pas le flécher, ça. Si, on peut le flécher en partie. Donc, Voilà, purement. je vais donner des arguments. Premier argument, c'est un argument que j'ai discuté, c'est celui de comparaison des ordres de grandeur. Je sais que ça augmente de 100 ppm, et je sais que j'ai émis dans l'atmosphère 200 ppm. Je peux trouver d'autres mécanismes qui m'expliquent cette augmentation de 100 ppm, mais je sais que j'ai émis, parce que je suis capable de convertir une masse de carbone en volume de CO2, je sais que j'ai émis bien plus que ce qui me permet d'expliquer l'augmentation. Donc ça, c'est un argument quand même assez massue. Deuxième argument, un argument plus géochimique, je mesure en même temps que le CO2 qui augmente son delta C13, et le delta C13 du CO2 diminue. On est passé de moins 600 000 à moins 7 pour 1000 à peu près. Et donc ça signe un carbone qui est appauvri en C13. Et le carbone de l'océan, il n'est pas appauvri en C13, il est à 0 pour 1000, alors que le carbone du pétrole, du charbon, du gaz, lui, il est très appauvri en C13. Parce que c'est un carbone biogénique. Donc ça, c'est un deuxième argument. Le troisième argument, c'est l'oxygène, que j'ai montré aussi. Le fait que l'oxygène baisse dans l'atmosphère, ça montre qu'il y a un processus de combustion. Ce n'est pas un échange avec l'océan. Le quatrième argument, donc là j'en suis, le quatrième argument, il y a un argument qui est, alors je ne l'ai pas dit parce que c'est peut-être le deuxième ordre, quand on regarde le CO2 qui augmente à Mauna Loa et à Pôle Sud, ils augmentent à peu près de la même façon, mais quand on regarde de façon plus précise, il augmente un peu plus vite à Mauna Loa, un petit peu plus vite. Et ça c'est parce que les émissions elles sont concentrées dans l'hémisphère nord aujourd'hui. Et donc ça permet aussi de montrer que c'est l'hémisphère nord qui est responsable de cette légère augmentation. Si c'était l'océan et l'océan austral qui recrachaient du carbone, on verrait le CO2 à Pôle Sud augmenter plus vite que celui qui est à Mauna Loa. Si vous allez dans le rapport du GIEC, il y a un chapitre cycle du carbone où ces arguments sont développés les uns après les autres. Il m'en manque peut-être un, j'ai le souvenir qu'il y en a peut-être 6. Mais... On parle d'émissions de CO2, vous voulez du carbone, du pétrole, des ressources. Ça a été discuté, qu'est-ce qu'on sait sur les ressources des CO2 dont on parle actuellement? Je crois que si on regarde ça, là, ce qui nous reste à brûler, on a en tout cas bien plus de ressources que nécessaire pour dépasser le seuil qu'on a fixé ensemble. Et je crois qu'il y a, quand on regarde le charbon et les ressources non conventionnelles, très largement suffisamment de ressources pour aller jusqu'au bout de cette échelle. 10 000 gigatonnes de CO2. En fait, si on ne fait que brûler les ressources que l'on connaît déjà, on dépasse le seuil. Ça, moi je me pose des questions sur le fait que les grandes compagnies pétrolières continuent à faire de l'exploration. Il y a une question aussi. Vous avez expliqué avec un facteur de Revel que le puits océanique allait diminuer son efficacité. Est-ce que vous pourriez réexpliquer ça? Parce que
j'ai pas compris en quoi ce que c'était exactement que le facteur de Revel et en quoi il montrait ça. Donc, peut-être d'abord, avec les mains, avant de parler du facteur de Revel, je viens peut-être un peu compliquer l'histoire. Quand le CO2 se dissout, parce que le pH de l'océan est à 8, il se combine avec un ion carbonate pour donner des ions hydrogénocarbonate. Et la dissolution du CO2, elle est efficace parce que le CO2 qui se dissout ne reste pas sous forme de CO2. S'il restait sous forme de CO2, on aurait une saturation très rapide de cette couche de surface qui est en contact avec l'atmosphère. Parce que le puits net, il dépend de la différence de pression partielle. Donc le CO2 augmente dans l'atmosphère. S'il augmente aussi vite dans l'océan que dans l'atmosphère, vous n'avez pas de puits. Donc le principe de ce puits de carbone, c'est cette dissolution du CO2 en excès, et ensuite une réaction avec une molécule d'eau et un ion carbonate pour donner des ions hydrogénocarbonate. C'est ça le principe du puits. Il faut maintenir le gradient. Pour maintenir un gradient. Plus le gradient est fort, plus le puits est important. Donc il faut maintenir un gradient important. Et donc ça, il faut deux choses. Il faut cette chimie, et il faut ensuite que le CO2 et l'ion hydrogénocarbonate que vous avez formé, vous l'ameniez au fond de l'océan qui ne reste pas dans la couche de surface. Donc les deux processus qui limitent le puits, c'est la chimie, ce que je vais décrire maintenant, et la physique qui permet de renouveler la quantité d'ion carbonate que vous avez dans la couche de surface. Alors maintenant, juste sur la chimie, pour que la réaction soit efficace, CO2 plus CO3 de moins plus H2O donne 2HCO3 moins, il faut qu'il y ait beaucoup d'ions carbonate. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on consomme ces ions carbonates. C'est pour ça que les espèces calcifiantes ont des problèmes. Donc il y a une baisse des ions carbonates, et donc cette réaction est de moins en moins efficace. Et donc ça, c'est ce que montre le facteur de Revel. Il vous dit, le carbone stocké, il est stocké sous forme de DIC. Donc on regarde un delta DIC sur un delta CO2. J'augmente le CO2 dans l'atmosphère de tant de ppm, de combien je change mon DIC dans l'océan. Et donc il est normalisé, donc c'est un delta DIC sur DIC, divisé par un delta CO2 sur CO2. Donc quand le facteur de Revel dit 10, c'est-à-dire que pour une mole d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, je peux stocker 10 moles de carbone dans l'océan. Ça, c'est parce qu'on a cet effet tampon, c'est parce que l'atmosphère ne voit que le CO2 océanique. Donc c'est parce qu'on peut... En fait, quand j'augmente de 10, mon CO2, quand j'augmente de 1, mon CO2 dans l'atmosphère, j'augmente de 1 mon CO2 dans l'océan, si j'attends l'équilibre, et de 9 mon carbone sous forme d'ion hydrogénocarbonate. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui où le facteur de Revel moyen vaut 10. À la fin du siècle, il va valoir 20. Ça veut dire qu'en fait, je pourrais stocker, pour 1 qui augmente de CO2 dans l'atmosphère, je vais en stocker beaucoup moins dans l'océan, donc ça augmentera de 1 et que de 5 sous forme d'hydrogénocarbonate. Donc c'est ça que veut dire le facteur de Revel. Merci.